la compréhension du karma comme prolongement intérieur des théories scientifiques. De la souffrance à l'intelligibilité. Il arrive que le symptôme, même nommé, même reconnu, ne se taise pas. Comme si, derrière les mots posés par la clinique, quelque chose demeurait obscur, agissant, inchangé. La douleur ne cesse pas toujours lorsqu'on la décrit. Elle semble parfois réclamer davantage qu'un diagnostic ou une stratégie de réparation. Elle exige une écoute plus lente, plus vaste, non pas seulement pour être apaisée, mais pour être comprise. Car sous les manifestations visibles, anxiété, tristesse, colère, inhibition, répétition, palpite une énigme. Pourquoi cela? Pourquoi ici? Pourquoi moi? Ce questionnement silencieux habite souvent le cœur de l'expérience subjective. Il cherche une réponse que les étiquettes n'offrent pas. Il cherche une cohérence intime, un fil qui relierait la souffrance à une histoire plus profonde, moins fragmentée, peut-être même plus ancienne que la vie consciente elle-même. Le symptôme, dans cette perspective, ne serait plus un simple dysfonctionnement à corriger. Il deviendrait l'empreinte d'un sens enfoui, le vestige actif d'un événement non digéré, le rappel voilé d'une mémoire non dite. Il porte en creux le contour d'une intention, d'une orientation manquée ou interrompue. Il invite non seulement à soulager, mais à interroger le sens de ce qui persiste. C'est ici que s'ouvre l'intuition. Et si les douleurs du présent ne venaient pas seulement de l'histoire psychique visible? Et si elles étaient aussi l'écho discret d'une mémoire plus vaste, la mémoire de l'âme elle-même? Une mémoire tissée d'émotions, de choix, d'attachements, mais inscrite au-delà du seul temps biographique. Alors une autre lecture devient possible, non pas en opposition à la clinique, mais en dépassement. Une lecture où la souffrance devient message, la répétition appel, et le moi blessé le lieu d'une quête de réintégration. Cette quête ne demande pas à abolir le langage thérapeutique, mais à l'ouvrir à un souffle plus large, là où le vécu individuel rejoint une mémoire spirituelle en devenir. Le schéma, trace d'un manque ou empreinte d'un karma. Il est des douleurs que l'on ne choisit pas, des réactions qui surgissent sans qu'on les comprenne, des impasses intérieures qui se rejouent avec une fidélité troublante. À chaque lien, à chaque rupture, une sensation familière émerge, comme si la scène présente contenait en filigrane toutes celles qui l'ont précédée. Ainsi naît le sentiment étrange que l'on ne vit pas seulement ce que l'on vit, mais aussi ce que l'on revit, dans une langue que le corps, l'émotion et parfois la pensée traduisent malgré nous. La thérapie des schémas donne un nom à cette trame invisible. Elle parle de structures précoces, de besoins fondamentaux non nourris, de stratégies de survie affective, inscrites au cœur du psychisme. Le schéma dans cette vision est la forme stable d'un vécu instable, la cristallisation d'un manque, la mémoire d'un besoin resté suspendu, insatisfait et parfois nié. Il n'est pas volontaire, mais il devient familier. Il façonne la perception, filtre les relations, modèle les attentes. Il devient un prisme à travers lequel le sujet regarde le monde, sans toujours s'en apercevoir. Mais ce prisme, aussi rigide soit-il, n'est pas figé. Il porte en lui une mémoire vivante. Ce que le schéma raconte, à travers le symptôme, n'est pas seulement une souffrance,
c'est un récit affectif qui cherche à se dire. Ce que le symptôme dit sans le dire, c'est peut-être cela. J'ai été blessé là, j'ai été oublié là, j'ai appris à vivre sans ce qui m'était vital. Et dans cette récurrence, dans cette répétition parfois douloureuse, se cache peut-être un appel. Car si le schéma est mémoire, il est aussi écho. Il ne rejoue pas à l'identique. Il insiste, il interpelle, il offre une chance, parfois, de vivre autrement ce qui fut autrefois subi. C'est pourquoi certains symptômes reviennent non comme des fautes à corriger, mais comme des lieux à comprendre, des seuils à franchir. Il ne se contente pas de parler du passé, il le rejoue pour qu'il puisse enfin être transformé. Et alors une autre hypothèse se glisse. Et si certains de ces schémas n'étaient pas seulement l'héritage de cette vie? Et s'ils étaient l'empreinte prolongée d'un geste ancien, d'un attachement non résolu, d'un vœu abandonné ou d'une blessure restée en attente au fil des temps? Ce que l'on nomme karma ne serait alors pas une punition, mais une mémoire agissante, un souffle qui cherche à s'accomplir, une blessure qui ne veut pas être oubliée, mais reconnue, traversée et dépassée. Dans cette lumière, le schéma devient bien plus qu'un mécanisme psychique. Il devient porte d'entrée vers l'histoire profonde de l'âme, une forme vivante du lien entre le passé, le présent et le possible. Le tempérament, ce qui précède le schéma. Avant même que l'enfant ne parle, avant qu'il ne comprenne les mots qu'on lui adresse, avant même qu'il n'ait eu le temps d'être façonné par l'environnement, il y a cette manière d'être au monde, singulière, reconnaissable, immédiate. Il y a l'enfant paisible qui observe dans le silence, l'enfant nerveux qui réagit avec fulgurance, l'enfant rêveur, difficile à rejoindre, l'enfant rieur, avide de contact. Ce n'est pas encore une histoire, ce n'est pas encore un traumatisme, c'est un ton, une sensibilité, une manière d'habiter le vivant, de raisonner au contact du monde. Ce que l'on appelle tempérament, c'est cela, la trame invisible sur laquelle viendront s'imprimer les premières expériences, la qualité vibratoire d'un être avant tout apprentissage, avant toute expérience. Non pas une étiquette, mais un sol intérieur, un fond tonal d'émotion et de rythme, de perception et de réaction. Il précède toute construction du moi et pourtant il l'oriente silencieusement. Ce tempérament n'est pas vide, il sent plus ou moins fort, il capte plus ou moins vite, il se protège, il s'ouvre, il endure, il s'effondre. Il ne choisit pas encore, mais il subit déjà à sa manière. C'est en cela qu'il est décisif. Car ce n'est pas seulement ce que l'enfant vit qui l'affecte, mais la façon dont il le reçoit. La même parole, la même absence, la même présence ne font pas les mêmes empreintes d'un enfant à un autre. Ce que l'on nommera plus tard schéma, blessure, croyance sur soi, s'inscrit toujours sur un fond singulier de sensibilité. Ainsi on ne peut pas vraiment penser la souffrance sans interroger ce qui en est le réceptacle. Qui est-ce qui a été blessé? Quelle était la nature intime de ce qui a été touché? Ce n'est pas l'événement seul qui forme la cicatrice, c'est le lieu intérieur qui l'a traversé, le terrain qui l'a entamé. Là réside toute la différence entre le traumatisme subi et le vécu souffrant. Dans cette rencontre entre ce qui est arrivé et ce que l'on était déjà, sans encore le savoir. Le tempérament en ce cas n'est pas seulement une donnée biologique ou psychologique. Il est peut-être l'expression incarnée d'une mémoire plus ancienne, le langage discret d'un moi en devenir,
déjà chargé de force, de tendance, de défis. Il est ce qui précède le schéma, comme le souffle précède la parole, comme l'élan précède la forme. Il n'est pas la blessure, mais il en est le sol, la condition de sa profondeur, et parfois de sa beauté transfigurée. Le corps éthérique, mémoire formatrice et écriture du destin. L'enfant vient au monde, petit corps tendu vers la lumière, peau fine, regard incertain. Mais derrière cette chair neuve, cette fragilité apparente, il porte déjà tout un monde. Non pas un passé raconté, consigné dans les mots d'une histoire familiale, mais un héritage silencieux, tissé dans l'invisible, plus ancien que sa mémoire, plus profond que son nom. Ce que l'on perçoit comme vitalité, élan de croissance, fraîcheur ou lourdeur d'être, n'est pas simple biologie. C'est une mémoire subtile, un souffle organisateur, que certains appellent corps éthérique. Ce corps-là ne se voit pas, mais il modèle. Il ne pense pas, mais il inscrit. Il façonne les rythmes du sommeil, les mouvements de l'humeur, l'architecture du corps, la qualité du geste. Il porte en lui les empreintes d'un autre temps, non pas pour les répéter, mais pour les transmuter dans un nouveau contexte. Le corps éthérique est le scribe discret du destin. Il organise, il ordonne, il prépare. Il est nourri, semble-t-il, par des forces qui le dépassent, des puissances que l'on pourrait appeler spirituelles, formatrices ou organisatrices. Ce ne sont pas de simples lois mécaniques, mais des intelligences cosmiques, des hiérarchies de sens, qui inscrivent dans la chair la direction d'un devenir. À travers cette structuration invisible, l'incarnation devient une réponse à une intention profonde. Ce n'est pas une mécanique céleste, ni une punition. C'est une mise en forme, une opportunité offerte à l'âme. Retrouver ce qu'elle a quitté, réparer ce qu'elle a rompu, approfondir ce qu'elle a amorcé. Le corps éthérique tisse cette continuité cachée entre deux mondes, l'un déjà vécu, l'autre encore à écrire. Et c'est là que le tempérament prend tout son sens. Il incarne ce passage. Il est l'interface entre l'invisible et le visible, entre l'élan de l'âme et le cadre de la biographie. Il exprime dans le langage du comportement et de la sensibilité la manière unique dont ce corps éthérique a été façonné. Il est le premier visage du karma, non dans ce qu'il a de fatal, mais dans ce qu'il propose comme terrain d'expérience. Ainsi, le destin ne s'impose pas. Il s'insinue dans la matière vivante, dans les rythmes, les couleurs, les tensions de l'enfance. Loin d'être un poids, le corps éthérique devient alors la page vierge sur laquelle l'âme inscrit à nouveau son récit, avec l'espoir secret que cette fois, peut-être, une parole plus juste, un lien plus vrai, une lumière plus douce viendront répondre à ce qui, autrefois, était resté sans voix. Entre deux mondes, la psyché comme lieu de passage. Il est un lieu à la fois intime et vaste, fragile et infini, où les fils de l'invisible viennent se nouer à la trame de la vie terrestre. Ce lieu, c'est la psyché humaine. Non pas un organe, ni un simple mécanisme mental, mais un espace de passage, un seuil mouvant, où ce qui précède la naissance cherche à s'incarner dans le temps, à travers les liens, les gestes, les regards, les silences. Car tout ne commence pas avec la venue au monde, quelque chose vient avec l'enfant, qui n'est pas de ce monde, mais cherche à s'y inscrire. Il arrive porteur d'un souffle, d'une mémoire, d'un mystère que nul ne peut formuler, mais que chacun perçoit. Il y a des enfants qui arrivent comme s'ils savaient déjà, d'autres qui tâtonnent, d'autres encore qui semblent porter une gravité qu'aucune scène présente n'explique. Ce qui les habite ne vient pas du dehors,
mais s'actualise dans la relation, se réveille dans la rencontre. Et cette rencontre, justement, se joue d'abord dans les figures d'attachement. La mère, le père ou ceux qui en tiennent lieu deviennent les premiers miroirs du moi naissant. Ce que l'enfant perçoit d'eux, leur disponibilité, leur regard, leur absence, leur chaleur, vient résonner avec ce qu'il porte en lui. Ce n'est pas une simple réponse aux stimuli, c'est la mise en mouvement d'un dialogue ancien, d'un appel qui cherche à être entendu à nouveau. Ces figures ne font pas que nourrir ou sécuriser, elles réveillent, elles activent les empreintes, elles éveillent des élans, elles réactivent parfois des blessures que la conscience ne peut nommer, mais que le cœur, le corps, l'émotion reconnaissent immédiatement. Ce que l'enfant reçoit, ou ce qui lui manque, façonne le chemin du moi vers lui-même, car le moi ne naît pas d'un seul coup. Il émerge lentement de cette alchimie entre le déjà là et le maintenant, entre l'ancien porteur d'oubli et le présent porteur de lumière. Au commencement, il y a la sensibilité. L'enfant sent, pressent, subit. Il est traversé. Puis quelque chose en lui cherche à se tenir debout, à dire je, à reconnaître qu'il y a un toi. Ce passage de la sensibilité à la conscience est le grand travail du moi. S'arracher à l'indifférencier, reconnaître sa singularité, se choisir comme être dans le flot du vivant. Ainsi la psyché n'est ni l'héritage seul, ni la création pure. Elle est le lieu où le passé invisible prend forme, et où le moi s'invente une manière d'être au monde. Elle est le carrefour où l'histoire de l'âme rencontre l'histoire du jour. Et peut-être est-ce là, dans cette tension, que commence vraiment la liberté. La quête de sens de la clinique à l'initiatique. Il y a des douleurs que l'on ne peut ni anesthésier, ni résoudre par la seule parole. Des douleurs anciennes, sans âge, dont la logique échappe aux cartographies habituelles du soin. Celles-là ne demandent pas seulement qu'on les soulage, elles appellent à être comprises, dans leur profondeur, leur nécessité, leur orientation secrète. Elles semblent pointer vers quelque chose de plus vaste que la simple réparation. Elles appellent au sens. Et cette quête, lorsqu'elle se précise, oblige à changer de regard. Il ne suffit plus de chercher ce qui a causé le mal. Il faut comprendre pourquoi ce mal a pris cette forme, en cette personne, dans ce moment de vie. Et très vite l'on pressent que le chemin ne commence pas avec l'événement, ni même avec le traumatisme. Il commence avant, dans cette part invisible de la personne que l'on nomme tempérament. Ce mode d'être initial, non choisi consciemment, mais profondément agissant, oriente la manière dont chaque expérience est vécue, intégrée ou subie. Interroger le tempérament, ce n'est donc pas s'arrêter à un type psychologique, c'est revenir à la source incarnée de la singularité, là où le corps, la sensibilité, le rythme de l'âme prennent racine. C'est ouvrir une première porte sur l'histoire d'avant, celle qui ne s'écrit pas encore avec des mots, mais qui sculpte silencieusement la biographie. Car sans cette clé, le sens reste voilé, fragmenté, appauvri par des explications trop linéaires. Or, le sens ne se fabrique pas. Il ne se construit pas artificiellement à partir de données extérieures. Il se révèle par couches, à mesure que l'on remonte vers l'origine, à mesure que l'on reconnaît la logique intérieure qui relie ce que l'on vit à ce que l'on est, et peut-être à ce que l'on a été. Ce dévoilement est parfois lent, déroutant, mais il opère une bascule. Ce qui semblait absurdité devient message, ce qui semblait obstacle devient passage. Alors, retrouver l'origine n'est pas une fuite vers le passé,
C'est un acte de lucidité profonde, un engagement dans le présent, éclairé par les lois cachées de son propre devenir. L'intelligibilité que l'on atteint n'est pas seulement intellectuelle, elle est transformationnelle. Elle touche la racine de la souffrance, non pour la nier, mais pour la faire parler autrement. Ce passage de la clinique à l'initiatique n'est pas une rupture, mais une traversée. Il ne nie pas la nécessité d'accompagner, de soigner, de réparer, mais il ouvre à une autre dimension, celle où le soin devient quête, où la guérison devient révélation, et où la vie psychique s'éclaire d'un sens que seul le chemin de l'âme peut murmurer. Vers une clinique de l'être. Au terme de cette traversée, une évidence s'impose avec douceur. Il ne suffit plus de soigner les formes visibles de la souffrance sans entendre ce qui, en elle, cherche à dire plus loin, plus profond, plus ancien. L'être humain n'est pas une somme de symptômes, ni un répertoire de schémas. Il est une énigme vivante, une mémoire incarnée, un devenir en cours, tissé de chair, d'âme et de silence. Penser une clinique de l'être, c'est oser tenir ensemble le visible et l'invisible, ne plus les opposer mais les relier. C'est reconnaître que le corps et la psyché parlent autant que ce qui les précède, que la douleur peut être le masque d'une mémoire, et que derrière le masque, il y a un appel au sens, à l'unité, à la réintégration. Alors, soigner ne revient pas seulement à réparer les brisures, à rétablir un équilibre. Soigner dans cette perspective devient accompagner un moi dans son propre trajet, un moi qui ne se réduit pas à l'ego, mais qui cherche à se souvenir de lui-même à travers les épreuves qu'il traverse. C'est éclairer les zones d'ombre, non pour les effacer, mais pour les reconnaître comme des étapes sur une trajectoire singulière, non arbitraire. Le destin n'est plus alors une condamnation obscure, mais un itinéraire symbolique, une écriture invisible qui se déploie dans les événements, les rencontres, les blessures, les choix. Il propose, il invite, il pousse à devenir. Il n'impose rien, il attend d'être lu. Et si toute véritable démarche de soin consistait au fond à aider quelqu'un à relire son histoire dans une langue qu'il avait oubliée, à entendre ce que son âme savait avant que le monde ne l'interrompe. Si le symptôme, loin d'être une fin, était l'indice discret d'un sens en gestation. Vers cette écoute du sens, vers cette attention à ce qui cherche à naître dans chaque vie, la clinique de l'être ne propose pas une méthode, mais une attitude, celle de l'accompagnement de l'invisible, celle de la confiance dans le chemin, aussi sinueux soit-il, parce qu'il est à chaque fois l'unique chemin de quelqu'un vers lui-même.